Donc ce que je voudrais faire ici, c'est juste introduire en fait à l'atelier, en partant d'un premier constat. Donc moi je suis parti sur le titre général qui nous réunit aujourd'hui, qui est donc le thème principal de la différence, dans différents lieux de vie éventuellement. Et la distinction qui me semble importante de poser, en tout cas quand on essaie d'aborder les choses philosophiquement, c'est de dire faites attention parce qu'il y a une vraie différence et une fausse différence. Et il faut savoir de quoi on parle évidemment. Alors la fausse différence, c'est quoi ? C'est tout simplement la différence qui finalement est pittoresque et agréable. Celle qui nous fait plaisir, celle qui nous apporte quelque chose, celle qui est utile éventuellement. Alors pourquoi dit-on que c'est une fausse différence, cette différence-là ? Parce que donc, si vous prenez une entreprise par exemple, on dira, voilà, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut des gens différents, avec des compétences différentes, et donc c'est génial évidemment. Mais en réalité, vous vous rendez compte que cette différence dans une entreprise, si vous prenez cet exemple, eh bien, va en réalité se diluer et disparaître derrière la tâche à accomplir, le fonctionnement de l'entreprise. Donc ce sont des différences, si on veut absolument maintenir le mot différence, mais qui dans le fond ne sont pas essentielles. Ce qui est important, c'est la tâche, et peu importe qui joue, du moment que la tâche sera accomplie. De même, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un de sympathique qui est différent de vous, sans doute, mais qui est très sympathique, la différence de l'autre, en fait, elle est consommable en quelque façon. Vous allez l'intégrer dans votre vie et dans ce plaisir que vous éprouvez en compagnie de cette personne pourtant si différente. Dans tous ces cas-là, la différence, finalement, se réduit, on dira ça en philosophie, elle se réduit au même. Elle se réduit à une tâche unique, à un plaisir que j'ai, à un enrichissement personnel, à tout ce que vous voulez, sur quelque plan que ce soit. Enfin bref, elle se réduit finalement à ma vie et elle m'est donc de ce point de vue-là bien évidemment utile. Si vous voulez aborder la question d'une vraie différence, c'est quoi ? Une vraie différence, c'est ce qui n'est pas consommable. C'est ce qui n'est pas diluable dans le vécu de quelqu'un. La vraie différence, c'est ce qui résiste. De telle sorte qu'au terme d'une relation, l'autre reste différent. Et souvent, il est vrai, cette différence qui résiste, qui dérange par conséquent, si vous voulez traduire ça dans un langage concret, c'est souvent à travers un dérangement que ça va se produire. Donc c'est une différence évidemment interpellante et qui éventuellement peut conduire à la souffrance. Alors ce qui m'intéresse ici, deuxième petit point, c'est concernant cette différence-là, qui est une différence qui fait peur éventuellement, qui dérange, etc., c'est que cette différence, on n'en veut pas. Il n'y a pas de place pour elle. Les stratégies vont toujours être des stratégies pour savoir comment réduire finalement cette différence-là qui dérange, qui interpelle, qui nous met en échec d'une façon ou d'une autre. Et je pense que ce n'est pas simplement à titre individuel que l'on est amené éventuellement à essayer de voir comment faire pour essayer d'échapper à ces différences-là, mais c'est aussi au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau des idéologies sociales. On voit bien que cette différence qui nous échappe, en quelque façon, qui n'est pas diluable dans du prêt-à-penser ou du prêt-à-porter, eh bien, on ne sait que faire avec. Je vais vous donner toute une série d'exemples pour illustrer mon propos. Quand on attend un enfant, et j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui ont des enfants, la seule chose qu'on attend d'un enfant, ou qu'on espère pour lui, qu'on souhaite pour lui, c'est qu'il soit comme les autres. Un enfant n'a que faire d'être différent des autres, ou la différence ici, évidemment, ce serait quoi ? Par exemple, un handicap. Non, il faut qu'il soit de la lignée de la famille, il faut qu'il ait le nez de son père, les yeux de sa mère, les chaussettes de son grand frère, mais il faut qu'il soit comme les autres, qu'il s'inscrive dans le même et qu'il fasse partie par conséquent d'une histoire. L'enfant qui déroge à cela, par un accident par exemple et une malformation, c'est un drame. Et si on peut faire un diagnostic à l'avance, vous savez bien, en tout cas en Belgique on a des chiffres, sur une dizaine de diagnostics effectivement d'enfants atteints de trisomie. D'après les chiffres que l'on a, il y en a 9 qui sont avortés. Donc, laisser une place à quelqu'un qui est différent, c'est terrible. Ou bien dans un autre contexte, mais toujours avec les enfants, un couple qui attend un enfant, et quand l'enfant vient au monde, ce sont des parents qui sont blancs tous les deux, mais l'enfant est noir. Alors, tout de suite, ça a été la zizanie dans le couple, évidemment, et en fait on a pu démontrer par la suite que dans l'histoire de la maman ou du papa, je ne sais plus, enfin bref, il y avait eu effectivement des ascendants qui étaient d'origine africaine, enfin je ne sais plus quelle origine, peu importe, et que génétiquement c'était tout à fait possible que l'enfant soit noir effectivement, mais en attendant, le mari a eu du mal à accepter la chose, en disant non, c'est pas possible, tu m'as trompé, enfin bon, c'était une guerre terrible, ils ont été sur le point de divorcer, jusqu'au moment où ils ont fait un test génétique pour s'assurer que l'enfant était bien des deux. Mais en attendant, voilà un enfant donc, qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas celui qui est attendu, en tout cas il peut être comme il veut, mais en tout cas il devrait être blanc normalement, eh bien il ne l'est
l'est pas, et du coup, non. C'est une différence qui est non digérable, à moins qu'il y ait un discours qui fasse rentrer tout dans le rang. Rassurez-vous, c'est quand même bien votre enfant. Et à ce moment-là, il devient le même, il fait partie de la lignée. Et on peut expliquer pourquoi il l'est, bien évidemment. Autre exemple que je peux vous donner, dans les choses classiques qui ne demandent pas de grands discours, c'est évidemment l'adolescence. Dieu sait si à l'adolescence, pour la majorité d'entre eux, il y a évidemment la nécessité d'appartenir à un groupe de référence auquel on peut s'identifier, être le même que les autres. Et une fois que cette base-là est garantie, je suis comme les autres, je suis habillé comme les autres, je parle le langage des autres, enfin on a vu les mêmes films, etc., où vous êtes dans le même, alors on peut commencer à jouer avec les différences. Il s'agira de se singulariser dans le groupe, bien évidemment. Mais vous comprenez bien que ça, ce sont de nouveau les différences sympathiques, celles qu'on peut digérer, qui ne remettent pas en question d'abord le fait qu'on doit être comme les autres, bien évidemment. Je vous donne encore 2-3 autres exemples. Sur le plan social, regardez le sort ou les discours que l'on a aujourd'hui sur la différence homme-femme. Alors il est vrai qu'il y a différents discours, bien sûr. Moi, ceux auxquels je songe ici pour illustrer mon propos, ce sont des discours qui non pas se battent, parce que ça, bon, c'est tout à fait légitime pour des droits identiques pour les hommes et les femmes, évidemment, mais c'est pas ça l'enjeu ici. Ce sont ces discours que l'on retrouve, entre autres, en tout cas là où moi je les ai entendus, où c'est défendu notamment par des féministes, mais qui sont des féministes assez radicales finalement, et qui effectivement pensent que libérer la femme, ça va être tout simplement de la libérer de cette différence par rapport aux hommes. Donc vous avez des femmes, par exemple, qui revendiquent le droit de ne plus porter d'enfants, et vous avez Henri Atlan qui parle de cela assez bien, et de pouvoir confier la grossesse finalement, non pas à des mères porteuses, évidemment, parce que ce serait de nouveau soumettre les femmes aux hommes, etc., mais de pouvoir soumettre les grossesses à des machines qui, du début jusqu'à la fin, permettraient à un enfant, un embryon, de pouvoir se développer. Donc c'est-à-dire l'idée, vous voyez bien, c'est ici, la femme, si elle est libre, elle doit être libérée de ce qui la distingue encore des hommes, de cette différence qui est non gérable, qu'un homme ne pourra jamais comprendre parce qu'il n'en fait pas l'expérience, qui est la possibilité de porter un enfant. Et non, on ne veut pas de ça. Vous avez des mouvements assez radicaux, il est vrai, mais qui veulent essayer de piffer, de supprimer. Être une femme, ça doit être comme un homme, finalement, être libre dans son corps, comme peut l'être un homme, semble-t-il. Regardez un autre exemple que je vous donne encore, l'espace, donc en France, je crois qu'on dit un espace républicain. Enfin, c'est l'espace public, quoi, pour faire simple. Mais c'est vrai que c'est la notion de neutralité. Est-ce qu'on peut porter des signes distinctifs ? Il y a tout un débat chez vous. En Belgique, c'est pareil, évidemment. On est logé à la même enseigne, où des signes religieux, par exemple, un peu trop visibles, un peu trop voyants, dans la fonction publique ou sur les lieux publics, la burqa ou que sais-je d'autre, non. On veut bien qu'on s'habille différemment, on ne veut pas non plus une salopette pour tout le monde, mais il ne faut pas exagérer dans la différence. Et on voit bien que dans ce souci de neutralité dans la fonction publique ou dans l'espace public, c'est encore finalement un nivellement par le bas de toute forme de différence qui pourrait choquer, qui pourrait interpeller d'une façon ou d'une autre. Je vous donne encore deux autres exemples pour terminer, pour vous dire que c'est vraiment un mouvement de fond et qu'on peut jouer évidemment le moraliste en disant il faut respecter la différence, mais le mouvement en général, c'est que la différence, on n'en veut pas. Alors, autre exemple que je vous donne, c'est d'abord l'écart qu'il y a ou la différence qu'il y a entre les jeunes et les vieux. Et là aussi, il suffit de s'intéresser un peu à ce sujet-là pour se rendre compte qu'aujourd'hui, on pense effectivement ce que c'est que vieillir en essayant désespérément de le rattacher à la jeunesse. Donc je vous donne un slogan qui résume bien le propos. C'était dans une pharmacie pour un médicament, je ne sais même pas lequel, je vous avoue, je n'ai même pas retenu, mais le slogan c'était « Bien vieillir ou comment rester jeune ». Et c'est extraordinaire, évidemment, parce que essayez, c'est pas possible, enfin bon, soit. Mais vous voyez bien, il s'agit de bien vieillir, et bien vieillir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire bien vieillir, c'est-à-dire être vieux, donc différent des jeunes. Non, il s'agit de rester dans le troupeau des jeunes. Surtout ne pas vous différencier trop, parce qu'à ce moment-là, vous sautez du train, et là, on ne peut plus rien pour vous. Donc ça, c'est les EHPAD, des compagnies, enfin là, vous êtes foutus, évidemment. Donc, faire attention. Donc, c'est terrible de voir tout ce matraque. Regardez les publicités. Quand vous regardez de nouveau les publicités, les visages que l'on vous donne ou les personnages qui sont censés incarner ce que c'est que vieillir, si vous regardez bien, moi je ne connais pas toutes les publicités qui passent en France, je vous avoue, mais n'empêche que si vous regardez, il suffit de faire une petite étude, quand vous allez chez le dentiste, vous regardez le magazine et puis c'est fait, et bien vous verrez que c'est souvent des jeunes mais avec des cheveux blancs, c'est tout. Par contre, quand on vous montre vraiment un vieux de chez vieux, en général on ne vous le montre même pas en entier, on vous montre qu'une main, par exemple, terriblement usée, et vous verrez que c'est souvent de la publicité pour des soins palliatifs. C'est terrible.
Mais enfin, regardez, hein, c'est interpellant. Mais donc voilà, de nouveau le discours sur ce que c'est que vieillir, la place des personnes âgées dans la société, etc. C'est vrai qu'il y a un nivellement où là aussi la différence fait peur et on essaye de la ramener quand même à peut-être pas être un adolescent, mais enfin un adulte encore dans la force de l'âge. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Et on a peur que ça puisse devenir autre chose éventuellement. Et puis le dernier exemple qu'on peut donner également, ce sont des choses peut-être plus anecdotiques ici, mais enfin qui sont interpellantes malgré tout. Hein, c'est de plus en plus de discours qui restent peut-être marginaux, je veux bien le consentir. Oui, j'ai entendu. Ce sont des discours qui essayent maintenant d'effacer la différence entre les hommes et les animaux. Hein, vous avez ça de plus en plus maintenant. Donc je vous donne deux exemples d'ouvrages qui sont sortis l'année passée. Vous avez M. Gisbert là, du Figaro, je ne sais quoi, là, donc Franz-Olivier Gisbert, qui a écrit un ouvrage que je n'ai pas lu, je vous avoue, mais dont le titre est « L'animal est une personne ». C'est terrible de voir la différence, même animale, commence à nous interpeller. Et donc vous avez Mathieu Ricard, « Plaidoyer pour les animaux », où il s'agit effectivement de reconnaître aux animaux des droits aussi. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas à maltraiter les animaux, ce sont des êtres vivants. Mais vous voyez bien, ce qui est terrible, c'est que pour défendre la cause des animaux, on en vient à brouiller les pistes. On ne parvient pas à le faire autrement qu'en disant « mais finalement, ils sont vivants comme nous ». Et c'est vrai qu'ils sont vivants comme nous, mais le problème, c'est que nous sommes vivants comme un être humain, et eux, ils sont vivants comme des animaux. Donc il y a une différence qui est probablement inévitable, qui est difficile à penser, et qui est de plus en plus difficile à penser. Vous avez de nouveau cette confusion que l'on crée, on n'aime pas la différence. Alors, ça conduit à quoi ce genre d'ambiance dans laquelle nous sommes, où la différence n'a pas sa place, semble-t-il, ou si ce n'est à moins que la différence soit évidemment, comme je le disais tantôt, pittoresque et agréable, évidemment, mais ça c'est la différence consommable. Donc que faire de ces différences-là qui au contraire résistent, hein, et on voit bien qu'on n'aime pas, qu'on fait tout pour essayer d'y échapper. La logique dans laquelle on rentre, c'est quoi? C'est une logique d'exclusion, bien sûr, à moins que vous en avez une autre qui mérite quand même d'être juste évoquée et que vous connaissez peut-être, si vous vous inscrivez dans les travaux de René Girard et de tous ceux qui s'en sont inspirés par la suite, une manière de pouvoir refaire unité entre nous, hein, alors que nous sommes inévitablement différents, hein, mais de refaire unité entre nous, ça va être de faire quoi? Eh bien, ça va être de s'unifier contre quelqu'un, celui qui est le plus différent de la bande. Et c'est le bouc émissaire. Et ça, il faut faire attention parce que pour le moment, on est en train de jouer à ça. Il n'y a pas besoin de nommer évidemment qui est le bouc émissaire. Donc, et ça, faire attention, parce que voilà, tout d'un coup, on redevient les mêmes, parce qu'on a un même ennemi commun, évidemment, mais c'est toujours au détriment d'un autre, et d'une différence, évidemment, qui est la différence que l'on doit supprimer une fois encore. Alors, l'objet de l'atelier, enfin, de la petite discussion qu'on aura par la suite, c'est ceci. Si on ne veut pas rentrer dans ces logiques d'exclusion, si on ne veut pas non plus nier le fait que la différence est difficile à vivre, il ne s'agit pas de vouloir nier ça, évidemment, il n'empêche, l'hypothèse que moi je fais, c'est quoi que vous mettiez en place, quoi que vous organisiez pour essayer de permettre à des gens de vivre ensemble, si vous ne passez pas d'abord, ou si vous n'amenez pas les gens à effectivement assumer des deuils qui sont impliqués dans le fait de vivre ensemble, tout ce que vous allez bricoler, ce ne sera que du travail de surface. Ce sera un pis-aller parce que les gens ne veulent pas bouger. Si on veut donner une place à la différence, à celle qui dérange, ça implique pour chacun d'entre nous, autant que nous sommes ici, et pour l'ensemble des individus, ça implique d'abord des deuils. Alors toute la question, c'est de ça qu'on parlera tout à l'heure, c'est de savoir, oui, deuil, on veut bien, mais deuil de quoi exactement? Je vous proposerai une façon de mettre des mots sur ces deuils qu'il y a à faire pour pouvoir donner une place à la différence. Voilà, j'ai fini.